Bonjour et bienvenue à notre colloque pour une restauration engagée et résiliente. Alors, les enjeux du colloque, c'est bien sûr dans le cadre du changement climatique, ça va profondément impacter notre alimentation. Et donc, c'est de voir d'un côté comment est-ce qu'on peut s'approvisionner en fruits, en légumes, en viande, en poisson pour servir des repas bons pour le climat, en privilégiant le végétal, la saison et le local. Et puis, comment on va tirer des enseignements de la crise sanitaire pour avoir une restauration qui soit, des restaurants qui soient les plus résilients possibles, parce qu'actuellement, il est clair que l'économie des restaurants très engagée est très, très fragilisée par la situation. Alors, nous allons dérouler le colloque en deux parties. Il va y avoir une première table ronde qui tournera autour de comment on s'approvisionne auprès d'agriculteurs, de producteurs et de fournisseurs locaux et éthiques. Et donc, cette table ronde, on aura 6 intervenants que je vais présenter tout à l'heure. Et puis ensuite, on aura une deuxième table ronde qui sera sur la façon d'accroître la résilience de nos établissements pour continuer à privilégier le végétal, la saison et le local. Avec entre les deux une courte pause, une vingtaine de minutes pour tous se recaler, pour faire les changements d'intervenants, etc. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la première table ronde, où nous allons avoir donc en tout une première présentation avec Marc Dufumier, qui aurait dû être parmi nous aujourd'hui, mais qui, avec la Covid, il y a un déplacement qu'il devait faire en Tanzanie qui a été déplacé, donc il est en Tanzanie. Et donc, on a enregistré son interview qu'on va vous passer maintenant. Et puis après, je vous présenterai les différents intervenants de la table ronde, les 6 intervenants de la table ronde. On peut lancer la vidéo. Vous êtes l'auteur d'un livre remarquable, L'agroécologie peut nous sauver. Comment, à votre avis, les agriculteurs, les éleveurs, les maraîchers peuvent-ils devenir plus résilients et éviter les conséquences de l'agriculture intensive qui amplifie les effets du changement climatique avec perte de fertilité des sols, sécheresse, perte de biodiversité? Oui, bonjour à toutes et à tous, mais il est clair que nos agriculteurs peuvent parfaitement mettre en place des systèmes de production agricole plus résilients, c'est-à-dire qui pourraient s'adapter en particulier au dérèglement climatique, qui pourraient contribuer à son atténuation et qui surtout pourraient nous fournir une alimentation saine. Et ces systèmes de production agricole peuvent être parfaitement durables dans le sens où les pratiques novatrices à mettre en œuvre seraient sans préjudice pour les générations futures. Alors ces techniques agricoles, inspirées, on va dire, d'une agroécologie scientifique, sont celles qui vont faire un usage finalement intensif, mais des ressources naturelles renouvelables ou bien pléthoriques. Je m'explique. Dans notre alimentation, on a besoin d'énergie, ça nous vient du soleil, il n'y a pas de pénurie de rayons solaires annoncée avant 5 milliards d'années. Et du coup, on peut en faire un usage intensif avec une couverture végétale la plus permanente et la plus totale possible, une couverture des terres agricoles par des feuilles vertes capables d'intercepter la lumière et de la transformer en énergie alimentaire pour notre alimentation, l'énergie qu'on va ensuite dépenser au travail, dans les loisirs, dans les déplacements. Il faut savoir que cette énergie, les sucres, l'amidon, les lipides, les hydrates de carbone ont besoin de carbone et l'agriculteur peut faire un usage intensif de ce carbone qu'on trouve dans le gaz carbonique, pléthorique dans l'atmosphère. Là, pour ce faire, la plante doit intercepter le gaz carbonique, prendre le carbone, libérer l'oxygène, et tout cela se passe par des petits trous, c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Mais il faut donc que la plante transpire le plus longtemps possible et à l'échelle de la surface le plus possible à chaque instant. Ça veut dire que la plante doit être suffisamment alimentée en eau, il doit y avoir suffisamment d'eau en réserve dans les sols pour que la plante puisse trouver encore de l'eau, même en période de sécheresse, continuer de transpirer et donc continuer d'intercepter ce gaz carbonique, de prendre le carbone, libérer l'oxygène. Et sachez que ces agriculteurs,
avec ce carbone, la plante peut fabriquer de la paille, peut fabriquer des racines, ça fabriquera de l'humus dans le sol plus tard, et ça, c'est très bon pour la fertilité des sols et pour retenir l'eau dans le sol. Donc, on ne manque pas de technique. Les protéines dont nous avons besoin, vous savez, c'est riche en azote. L'azote vient de l'air, 79% d'azote dans l'air, pas de pénurie annoncée avant des siècles. On peut, alors par contre, fabriquer des protéines, rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone, on vous dira c'est coûteux en énergie. Alors les agriculteurs en agriculture industrielle ont recours à des engrais de synthèse coûteux en énergie fossile. Vous savez, les engrais azotés, l'ammonitrate là, qui vient d'exploser, le sulfate d'ammonium ou les autres, l'urée, c'est très coûteux en énergie fossile, c'est très émetteur de protoxyde d'azote. Ça, c'est vraiment la solution désuète. Une agriculture intensive en engrais synthèse, très coûteuse en énergie fossile, très émetteur en gaz d'effet de serre, c'est le passé. Mais l'alternative, tous les agriculteurs la connaissent, des plantes de l'ordre des légumineuses, les luzernes, les trèfles, les sainfoins, les lotiers, les pois fourragers, les lupins, les lentilles, les haricots, les petits pois. Enfin, on ne manque pas dans aucun pays du monde, et en France en particulier, de plantes de l'ordre des légumineuses capables d'intercepter l'azote de l'air et de fabriquer des protéines en utilisant l'énergie de la photosynthèse de la plante, c'est-à-dire l'énergie solaire, et sans avoir recours à l'énergie fossile et sans polluer notre atmosphère. Et puis les éléments minéraux pour lesquels il y a de grandes inquiétudes. Plus nous mangeons d'éléments minéraux, et nous en avons besoin, plus il nous faut en remettre dans les sols. Et vous savez, c'est le calcium, c'est le phosphore, c'est le potassium, ce sont ces éléments minéraux-là. Et effectivement, pour le phosphore en particulier, on nous prédit que d'ici peu, 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir extrêmement coûteux. Et il nous faut donc trouver des solutions. Et bien, les solutions, c'est d'aller chercher les éléments minéraux en sous-sol. Quand la roche-mère, vous savez, le schiste, le granit, le grès, quand ces roches sont altérées, elles libèrent des éléments minéraux, et ce n'est pas forcément accessible à une racine de blé, pas forcément accessible à une racine de chou. Mais par contre, si vous avez des arbres qui, avec leurs racines profondes, vont aller chercher les éléments minéraux en profondeur, les éléments minéraux vont remonter avec la sève, ça va aller dans les feuilles, la feuille morte va tomber à terre et ça va fertiliser la couche arable, et bien oui, voilà une solution biologique, oui, absolument. L'agroforesterie, les cultures sous parc arboré, le réembocagement de nos champs va permettre effectivement, non seulement les haies vont servir de brise-vent et ça va protéger les cultures d'un excès de vent, mais en plus, ça va aller chercher l'élément minéraux en profondeur pour l'établir à la surface. Le pommier dans la prairie contribuer à fertiliser la prairie. Et si de plus maintenant vous utilisez des champignons, vous savez, un peu comme la truffe, des champignons mycorhiziens qui s'incrustent dans la racine de la plante, de l'arbre ou de la plante annuelle, développent un mycélium et vont chercher les éléments minéraux qui sont coincés, qui sont déjà dans la couche superficielle du sol, mais coincés au sein des argiles et pas accessibles à la plante avec ses racines. Les champignons mycorhiziens parviennent à les débusquer, les retirer, les rendre assimilables et les restituer à la plante dont ces champignons avaient tiré l'énergie. Oui, il y a des techniques hautement modernes, hautement savantes, mais totalement biologiques, qui permettent de faire un usage intensif, mais des ressources naturelles renouvelables ou des éléments minéraux du sous-sol qui, si on ne les captait pas, eh bien, rejoindraient la mer et fertiliseraient des algues vertes. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on attend avant de mettre ces systèmes de production que j'ose qualifier d'intensifs, mais qui sont très économes en intrants de synthèse, qui sont très économes en énergie fossile, et puis peut-être, vous en êtes rendu compte, sans agrotoxiques, parce que dans la haie, il y a des coccinelles, la coccinelle va neutraliser le puceron, et donc on ne mettra plus d'insecticides, et les champignons mycorhiziens vont chercher les éléments minéraux, mais contre les champignons pathogènes, eh ben, on va associer des cultures différentes, qui fait que le spore du champignon pathogène ne va pas pouvoir proliférer aisément, parce que les plantes voisines ne sont pas accueillantes pour ce champignon pathogène de cette espèce spécifique. Pour rejoindre la plante de la même espèce, ils trouvent 3-4 barrières végétales. Oui, les associations de cultures vont être aussi un moyen d'éviter la prolifération des agents pathogènes. L'agriculture moderne de demain renonce à vouloir éradiquer les insectes ravageurs, les champignons pathogènes, toutes les mauvaises herbes aussi.
on va vivre avec, mais on va minorer leur prolifération, on va minorer leur ravage, y compris parfois avec des variétés qui tolèrent la présence des insectes, qui résistent aux virus pathogènes. Bref, on ne manque pas de techniques. Les agriculteurs pourraient parfaitement nous approvisionner avec une alimentation saine. Ils pourraient d'ailleurs commercialiser en circuit court, parce que pour la qualité de nos aliments, je pense surtout les fruits et les légumes, pour conserver leur teneur en vitamines, en antioxydants, plus vous parvenez à manger assez vite après la récolte, moins vous tardez à vendre votre récolte, plus ces aliments vont conserver leurs éléments nutritifs et bienfaisants. Oui, non, on ne manque pas de solutions pour pratiquer des formes d'agriculture alternatives à notre forme d'agriculture industrielle d'aujourd'hui, très coûteuse en énergie fossile, très émettrice de gaz à effet de serre, très polluante pour les sols, les eaux et le reste. Écoutez, la question c'est qu'est-ce qu'on attend? Merci beaucoup, c'est passionnant. Alors, justement, par rapport à cette nouvelle forme d'agriculture, c'est un des enjeux de ce colloque, c'est justement comment est-ce qu'il est possible de redonner de la valeur à l'agriculture pour que les gens aient envie justement de consommer ces produits de très grande qualité. Alors la question, c'est que cette agriculture dont je viens de parler, hautement savante, elle est aussi très intensive en emploi. Elle est très exigeante en travail à l'unité de surface. C'est une agriculture soignée, bichonnée. Et très honnêtement, promouvoir une agriculture intensive en emploi quand il y a des taux de chômage comme aujourd'hui, c'est quand même d'intérêt général. Mais le surcroît de travail, par contre, doit être correctement rémunéré. Et il faut impérativement que les agriculteurs qui pratiquent ces formes d'agriculture soient correctement rémunérés. Une première façon de faire, c'est de labelliser les produits. C'est le cas des produits labellisés bio, avec une certification par une tierce partie. On a la garantie que cette agriculture relève très largement de l'agroécologie scientifique dont j'ai parlé là et nous présente une alimentation saine. Mais évidemment, c'est le consommateur, du coup, qui, en achetant le produit, va payer plus cher en ayant confiance dans la labellisation et la certification, en ayant confiance l'alimentation est saine, il est prêt à payer plus cher. Mais la grave erreur serait de considérer qu'il y aurait une alimentation labellisée biologique pour des bourgeois bohèmes relativement fortunés et que pour les couches modestes, on continuerait avec cette agriculture polluante. Et pour les couches modestes, écoutez, les perturbateurs endocriniens, les anticorps puissent être accessibles aux couches modestes. Mais pour cela, on pourrait rémunérer les agriculteurs pour leurs services environnementaux, les services d'intérêt général, les agriculteurs qui séquestrent du carbone parce qu'ils ont enfoui du fumier, les agriculteurs qui produisent des légumineuses, ce qui fait que nous évitons les importations de soja, nous évitons les importations de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, nous évitons les émissions de protoxyde d'azote, gaz à effet de serre. Eh bien, c'est un service d'intérêt général que de produire en France des légumineuses pour notre alimentation française. Écoutez, nous rémunérons l'agriculteur. Et l'agriculteur qui met des infrastructures écologiques, qui hébergent des abeilles, qui hébergent des coccinelles, qui hébergent des carapes pour neutraliser les limaces, qui hébergent des mésanges pour s'attaquer à la larve du capocaps. C'est un service d'intérêt général. Écoutez, rémunérons-les. C'est normal que ce soit le contribuable qui rémunère les services d'intérêt général, dont les services environnementaux. Et on pourrait utiliser, d'ailleurs, je ne demande pas qu'on paye nécessairement plus d'impôts pour ce faire, mais juste que les subventions de la PAC et des impôts de la politique agricole commune, les impôts que nous payons déjà, je souhaiterais que ces impôts que nous payons déjà servent à rémunérer les agriculteurs pour leurs services environnementaux. Et vous verriez beaucoup plus d'agriculteurs se mettre à pratiquer ces formes d'agriculture novatrices, et du coup, il y aurait abondance de produits sains, et pour un coût qui ne serait pas exagéré, parce qu'effectivement, les agriculteurs pourraient vendre à un prix relativement accessible aux consommateurs, parce qu'ils auront déjà été rémunérés par les services environnementaux. Oui, il nous faut impérativement faire de nos agriculteurs non pas des mendiants qui demandent des aides souvent distribuées en proportion des surfaces, mais des agriculteurs droits dans leurs bottes,
fiers de produire un excellent produit sain pour la population et fiers de nous rendre des services environnementaux d'intérêt général. Voilà. Qu'est-ce qu'on Génial. attend? Merci infiniment, Marc. C'est passionnant. Puis, ben, à bientôt. Au revoir. Voilà, oui. À bientôt. Alors, je vous propose maintenant que nous passions donc à l'échange et à la table ronde avec nos 6 intervenants. Jean-Luc, oui. Elisabeth, je me permets d'intervenir en rebond du chat parce qu'on a une petite question à laquelle tu peux sans doute répondre sur l'intervention de Marc Dufumier. La question, c'est tout simplement de savoir ce qu'il entend par agroécologie scientifique par rapport à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est par opposition ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très différent de ce qu'on appelle habituellement l'agroécologie? Je pense qu'il a mis une deuxième louche en rajoutant scientifique pour bien montrer que ce n'est pas quelque chose de passéiste, que ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas de l'agriculture pratiquée par les Amish. Voilà. Je crois simplement que c'est ça. Mais bon. Alors, donc nos intervenants maintenant, ça va être respectivement Félix Lallemand, qui a créé une activité qui s'appelle les greniers d'abondance, qui est un spécialiste justement de tout ce qui est une nouvelle forme d'agriculture. Ensuite, on aura Olivier Lenné, qui lui fait partie de la Confédération paysanne de Normandie. Didier Péréol, qui est donc d'équipe bio, qui est plus un industriel, mais qui est aussi un hôtelier restaurateur. Jean-Philippe Quérard, qui représente, lui, pour une agriculture du vivant, qui est un mouvement extrêmement intéressant pour le travail sur sol vivant. Marie Garnier de Métro, là, c'est peut-être pas nécessaire de présenter Métro, vous connaissez tous, et Maximilien Rouher, la note globale, qui est donc qui fera une forme de conclusion. Il a une très bonne connaissance de tous ces aspects écologiques depuis des années. Voilà. Alors, je vous propose, on va commencer avec Félix. Ça marche. Merci Jean-Luc. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, moi je t'entends bien, je ne sais pas si les autres entendent bien. Donc, je t'ai présenté très succinctement. Ça serait bien que tu nous dises en premier ce que c'est que les greniers d'abondance et puis après que tu nous expliques ton point de vue par rapport à ce thème de s'approvisionner auprès d'agriculteurs, de producteurs, de fournisseurs locaux et éthiques. Ouais. Alors, les greniers d'abondance, c'est une association que j'ai fondée avec l'aide d'un ami, Arthur Grimonpont, il y a de cela 2 ans. Et l'objet de cette association, c'est d'étudier les vulnérabilités de notre système alimentaire aujourd'hui face à différentes menaces comme le changement climatique, l'épuisement des ressources énergétiques, notamment les énergies fossiles et d'autres menaces, et de regarder un peu quelle voie de résilience on peut emprunter, c'est-à-dire comment on peut transformer notre système alimentaire pour qu'il soit en mesure de faire face à ce genre de perturbations. Donc, on mène différentes activités, à la fois plutôt de recherche, vulgarisation, mais aussi de sensibilisation. Et on s'intéresse notamment pas mal à tout ce qui relève des politiques alimentaires territoriales, donc qui peuvent être menées par les acteurs d'un territoire, les collectivités locales, les groupements citoyens, les entreprises, etc. Et on a à ce titre publié récemment un ouvrage qui s'appelle « Vers la résilience alimentaire », faire face aux menaces globales à l'échelle des territoires, que vous pouvez trouver notamment en ligne librement sur notre site internet résiliencealimentaire.org et qui détaille un peu ce genre de choses. Donc, concernant la question là, dont tu viens de parler, Jean-Luc, ce que je pourrais faire vraiment à titre un peu introductif et pour lancer quelques pistes, c'est partager avec vous deux idées qui me viennent quand j'entends parler de ce thème-là. Alors, la première, c'est tout ce qui relève des entreprises qui se lancent aujourd'hui dans des activités de grossistes ou de semi-grossistes, mais vraiment à l'échelle des territoires, pour mettre en relation les producteurs d'un territoire avec pas forcément les consommateurs directement, mais en tout cas tout ce qui est un petit peu à plus grande échelle. Donc ça va être la restauration collective ou commerciale, quelques épiceries, enfin voilà, des acteurs qui fournissent plusieurs repas. Et notamment, il y a plusieurs exemples qu'on a pu rencontrer au cours de nos recherches et qui montrent que ce genre d'acteurs qui font vraiment ce travail de médiation commerciale à l'échelle des territoires, eh bien, peuvent permettre de passer à l'échelle et en fait de développer très fortement pas forcément les circuits courts dans le sens nombre d'intermédiaires impliqués, mais en tout cas les circuits de proximité, donc en termes de proximité géographique sur un territoire. Donc, deux exemples là, qui me viennent en tête. Le premier, c'est Agricourt dans la Drôme, qui depuis plusieurs années maintenant joue ce rôle pour mettre en relation
typiquement les producteurs maraîchers, les éleveurs, les céréaliers même, et derrière les activités de transformation avec les entreprises de la restauration collective du territoire. Donc ça, c'est dans la Drôme, ça s'appelle Agricourt, et un deuxième pas très loin, dans les Hautes-Alpes, qui s'appelle Échange Paysan, et qui a aussi ce rôle-là. Alors les deux sont des entreprises, des SCOP, des entreprises coopératives, ce qui fait qu'en fait, une partie, enfin déjà, il y a tout un travail avec les producteurs de fixation des prix. Ce sont les producteurs eux-mêmes qui fixent les prix de manière à leur assurer une juste rémunération. Et derrière, ces entreprises donc, commerciales prélèvent donc une marge qui permet de rémunérer leurs salariés, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de logique de profit qui va au-delà de ça. Et donc, ça permet d'avoir des rapports transparents et sains de coopération entre les acteurs d'un territoire pour vraiment essayer de généraliser ces pratiques d'approvisionnement local. Donc ça, c'est un exemple que je trouve, à titre personnel, très intéressant, parce que justement, ça permet de passer un petit peu à l'échelle, et les généraliser permettrait de répondre à pas mal des problèmes, notamment sur la valorisation des professions agricoles. Une deuxième chose là, que je voulais juste signaler, qu'on n'aura pas forcément le temps de beaucoup développer, mais c'est un projet, une idée qui commence à germer et à faire son chemin, qui est à l'origine issue de la réflexion de plusieurs organisations, notamment Ingénieurs sans frontières, la Confédération paysanne, le réseau salarial, le réseau des CIVAM, le réseau des AMAP, etc. Ça concerne en fait la création d'une branche alimentation au sein de la sécurité sociale. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'image de la sécurité sociale actuelle qui concerne par exemple la santé, qu'on considère comme un bien commun, un droit universel. On considère que c'est quelque chose qui mérite d'être socialisé de manière à ce que chaque citoyen puisse avoir accès et exercer son droit élémentaire à une bonne santé, à des soins. L'idée, ce serait d'étendre ce système à l'alimentation, de manière justement à ce qu'aujourd'hui, on puisse à la fois régler les problèmes de précarité alimentaire qui concernent une partie importante de la population et une partie qui va être d'autant plus importante avec la crise économique qu'on est en train de traverser. Et en plus de cela, l'idée de cette sécurité sociale de l'alimentation serait que toute une partie du système alimentaire à nouveau échappe à cette logique aujourd'hui d'agro-industrie qui est à l'origine d'un bon nombre de problèmes. On ne va pas revenir dessus, mais l'idée serait donc à nouveau de rémunérer les producteurs avec des prix qu'ils auraient eux-mêmes fixés en fonction de leur coût de production, de comme ça dégager des filières entières qui soient conventionnées, c'est-à-dire de décréter qu'un budget mensuel qu'on octroierait à chaque citoyen serait dédié à l'achat d'aliments, de nourriture, dans ces circuits conventionnés, donc avec des schémas de production, des techniques qui auront été décidées collectivement à l'échelle des territoires. Et cela, par exemple, même à budget constant, c'est-à-dire on donne 100 € et on reçoit 100 €, mais simplement ces 100 € sont vraiment destinés à ces achats dédiés à de l'alimentation de qualité. Donc ça, je vous laisse regarder un petit peu plus dans le détail ces questions de sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'à mon sens, c'est quelque chose qui permettrait de vraiment redéfinir les règles du jeu et de permettre des évolutions vraiment de type structurel du système aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là. Merci Félix. Alors, il y a un point très important que j'ai oublié de dire pour les différents participants, c'est que la table ronde est divisée en 3 séquences. La première séquence, chaque intervenant va faire comme Félix vient de le faire, va présenter son point de vue sur la question. Ensuite, je les ferai échanger entre eux autour de ce que chacun aura affirmé. Et après, il y aura du temps pour répondre à vos questions. Et donc, c'est Elisabeth de Rancourt qui suit le chat. Et n'hésitez pas à mettre des questions sur le chat de façon à ce que nos intervenants puissent y répondre. Alors, voilà. Maintenant, donc, c'est Olivier qui va intervenir. Donc, Olivier Lenné, qui lui fait partie de la Confédération paysanne de Normandie. Moi, je l'ai invité parce que j'ai lu récemment un livre que j'ai trouvé absolument superbe qui s'intitulait « Cause animale, cause paysanne » et qui était issu et qui nous montrait, je ne sais pas, il doit y avoir une 50aine d'éleveurs qui dit son point de vue. Alors lui, il n'est pas éleveur, lui, il est arboriculteur, mais il est aussi céréalier, mais il est aussi maraîcher sur sol vivant. Donc, il a toute une série de casquettes. Je lui passe la parole. C'est à toi, Olivier, de nous donner ton point de vue. Oui, bonjour.
Donc, bon, je sais pas, sur ma ferme, on fait beaucoup de choses, mais justement, comme disait Marc tout à l'heure, une ferme en bio, je ne suis pas tout seul, quoi. Donc, moi, ma partie, c'est plutôt la partie céréalière. Effectivement, on fait des céréales sur la ferme. On a une partie en verger, donc on transforme en cidre, en jus de pomme, et puis aussi, on fait un peu de maraîchage. La petite préambule que je voulais faire, c'est que quand on parle de changement climatique, jusqu'à présent, bon, je fais aussi partie effectivement de la Confédération paysanne, et la Confédération paysanne, donc au niveau national, je fais partie du groupe qui réfléchit sur la question de l'agriculture et du climat. Donc là, c'est vrai, on a beaucoup de boulot en ce moment. Et jusqu'à présent, c'était, j'ai pas envie de dire quelque chose de théorique, enfin, c'est quelque chose qu'on ne ressentait pas en fait directement. Depuis quelques années, malgré tout, même en Normandie, qui est un pays plutôt favorisé par le climat, par la nature du climat et aussi la nature du sol, ça devient difficile de faire de l'agriculture, notamment de l'agriculture bio, avec des années comme celle, par exemple, qu'on vient de vivre, où on n'a eu que 2 saisons, c'est-à-dire un hiver excessivement pluvieux où on n'a pas pu faire les semis de blé, et puis après, ça a été suivi par un printemps et un été très secs. Voilà, donc, alors, par exemple, j'essaie de faire du sans-labour. Le sans-labour, ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle des faux semis. S'il ne pleut pas du tout, faire des faux semis quand c'est dans des conditions très sèches, et bien, en fait, ça ne marche pas. Ce qui fait que j'ai eu cette année des rendements très, 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 très mauvais du fait que, n'ayant pas pu faire des faux semis l'été sec précédent, dès qu'il s'est mis à pleuvoir, tout a poussé, ce qu'on a semé, mais aussi toutes les mauvaises herbes. Voilà. Alors c'est vrai que moi je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit par Marc Dufinet, qui est quelqu'un qu'on connaît bien, bien sûr, et je ne vais pas essayer c'est vrai, je ne vais pas être redondant, surtout vous m'arrêtez si je suis trop long, mais je pense qu'effectivement, le constat, c'est qu'on est parti, l'agriculture s'est emballée depuis la fin de l'après-guerre, et surtout après les années 90, on est toujours dans une espèce de course à la spécialisation et à l'industrialisation qui est absolument... enfin, qui est encore très importante. Je veux dire que je crois qu'en 80, de 80 d'ailleurs par rapport au nombre de paysans, de 80 à aujourd'hui, on était à 8% dans les années 90 et on n'est plus qu'à 3%. Donc, avec des fermes qui font plus qu'une seule chose. Hein. Chacun se spécialise dans un truc, alors qu'au contraire, il faudrait faire un peu de tout pour avoir une cohérence, notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et avec évidemment par rapport au climat, donc je crois qu'on met 30 unités d'azote en trop en moyenne en France sur les cultures, et donc ça fait ce que disait Marc, des protoxydes d'azote, qui est à la fois des lessivages avec, enfin bon, je ne vais pas refaire je vais pas redire ce qui a été dit tout à l'heure, mais effectivement, aujourd'hui, on est dans un système avec des importations de soja monumentales, donc toutes les protéines, en fait, des élevages industriels, quasiment, c'est du soja et donc de la déforestation, qui n'est pas compté dans les gaz à effet de serre de la France et de l'agriculture, mais qui est compté pour le Brésil. Donc, en fait, quand on compte les gaz à effet de serre liés à l'agriculture, je crois que ça doit faire à peu près 19 ou 20% des gaz à effet de serre au niveau national. Mais si on rajoute, en fait, tout ce qui est indirect, mais qui est lié, par exemple, aux importations de soja et à la déforestation, eh bien, ça fait quand même beaucoup plus. La question que j'aurais voulu aborder, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut manger de la viande, parce que ça, c'est une question qui fait évidemment débat. Je crois que de toute façon, ce qui est évident, c'est qu'on en mange beaucoup trop, et ce qui est évident aussi, c'est que la viande qu'on mange est une viande. Enfin, il y a différents types de viande. Je crois que ce qui est important de voir, c'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été dites sur la viande, notamment par rapport à la quantité d'eau consommée, notamment pour l'élevage bovin, qui semble être davantage critiqué que l'élevage industriel de cochons ou de volailles, qui eux apportent d'ailleurs quasiment beaucoup plus de soja que les ruminants n'en apportent. Mais je pense qu'il là-dessus, il faut quand même être très prudent. Et je pense que la viande, moi par exemple, je suis en agriculture, je fais de l'agriculture bio, je n'ai pas d'animaux chez moi, mais j'ai quand même un contrat avec un autre éleveur qui lui a des animaux. On ne peut pas faire par exemple une rotation agricole sans passer par la case luzerne. Parce que la luzerne, c'est une culture très intéressante du fait que c'est une légumineuse, comme disait Marc Dufinet, qui fait qu'elle est capable de capter l'azote de l'air. Et en même temps, ça reste 3 ans en terre, donc ça permet quand même de faire, par rapport aux mauvaises herbes, un nettoyage. Et du coup, ça enrichit aussi le sol en azote, etc. Et donc, sauf que la luzerne, enfin, moi, j'aime pas ça, personne n'aime ça, c'est-à-dire qu'il n'y a que les ruminants qui sont capables de le digérer. Donc, si on ne passe pas par l'élevage, je crois que ce sera très, très difficile de faire une agriculture qui sera enfin, même par rapport au climat, parce que l'élevage, évidemment, si on apporte du soja, c'est sûrement ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, et ça, je trouve qu'on arrête complètement, mais il y a aussi le côté prairie, ce qui est, par exemple, dramatique chez nous, c'est qu'aujourd'hui, les fermes, on avait encore en Seine-Maritime, avec des fermes fertiles, Pays de Caux, la particularité d'avoir des fermes qui étaient toujours en polyculture élevage.
Et là, aujourd'hui, les éleveurs arrêtent parce que c'est quand même beaucoup plus difficile comme métier. Donc, tous les herbages sont labourés. Et en général, c'était les parties qui étaient un peu en pente. Voilà, donc dès qu'il pleut, bon, bah, c'est de la terre qui arrive en contrebas et qui si je suis trop long, vous m'arrêtez. Moi, je sais pas, je crois que je dois parler 5 minutes, mais je sais pas de pendule. Oui, je crois que tu as dépassé largement Ah le bon, temps bah alors j'arrête et puis on en parlera peut-être pour après. l'immédiat, mais tu pourrais échanger après avec tes. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors là, c'était le point de vue d'un agriculteur, d'un arboriculteur. Maintenant, nous allons passer au point de vue d'un industriel, mais qui est en même temps un industriel et un hôtelier restaurateur, il a créé le château de Massillan, où je conseille à ceux qui veulent aller voir quelque chose d'un peu sympa en Provence d'aller faire un tour. C'est donc Didier Péréol, qui est donc là au titre d'Equibio. Bonjour à tous. Je te laisse peut-être de présenter parce que je prends en cours, je n'ai pas tout entendu. Je t'ai déjà présenté, je t'ai présenté à la fois le château de Massillan et à la fois Equibio, mais peut-être que tu peux en dire un peu plus. Et voilà. Et donc la question, c'est comment on peut s'approvisionner auprès d'agriculteurs, de producteurs, de fournisseurs locaux et éthiques. Alors, on a déjà eu Félix Allemand qui est intervenu et qui nous a dressé quelque chose d'assez complet en évoquant une idée pour pouvoir permettre d'accéder à une alimentation de qualité à tout le monde, d'une forme de sécurité sociale de l'alimentation. Et puis après, on a eu juste avant toi Olivier Lenné qui nous a présenté l'approche de la Confédération paysanne sur ces problématiques d'agriculture et d'élevage. Voilà. Ok, donc je suis le fondateur d'une entreprise, je suis fils d'agriculteur, entrepreneur autodidacte et je me baptise comme étant un découvreur de graines. Découvrir la petite graine de quinoa et la faire développer sur notre continent européen et surtout en France. Et puis, par contre, je vais vous parler peut-être aujourd'hui de ce qui nous concerne plus au niveau local et tout du moins régional, le petit dépôt d'eau de Provence avec les producteurs avec lesquels on travaillait, le riz de Camargue. Mais je vais peut-être insister sur l'exemple du petit dépôt d'eau de Provence où on a pu permettre à des agriculteurs de revenir sur leur terre ou tout du moins d'évoluer en termes de pratiques agronomiques et culturelles. Il y a 25 ans environ, on démarrait avec 6 producteurs dans cette région qui se situe au pied du Ventoux, avec des cultures qui étaient beaucoup orientées sur la lavande, avec les problèmes qu'il y a pu y avoir au niveau maladie et au niveau commercialisation de ce produit de lavande. On a encouragé toute cette zone de production à cultiver le petit dépôt d'eau de Provence et également obtenir une IGP, donc indication géographique de production, qui a pu être délimitée autour de 4 départements et 2 régions entre PACA et région Rhône-Alpes, donc au pied du Ventoux, et de pouvoir bien sûr le produire en bio et de leur assurer un débouché. Ce qui a permis ce développement, c'est un engagement de notre part avec une contractualisation donnant une visibilité à la fois sur le prix d'achat et sur les volumes et les quantités. Et on peut dire que c'est une réussite parce que plus de 25 ans après, aujourd'hui, nous avons plus de 70 producteurs et on a une mise en marché qui se porte autour de 400 à 500 tonnes, bon an, mal an, suivant les récoltes, sur un produit qui a trouvé sa place dans les rayons de produits bio avec une ligne complète de développement autour de la graine de petit épeautre avec du boulgour, avec des biscuits, avec des farines, avec différents produits et en tout cas avec un travail en profondeur avec même une association qui s'appelle Slow Food pour faire connaître à nos concitoyens l'intérêt de cette graine et ce développement. Aujourd'hui, on a permis à des jeunes agriculteurs de pouvoir s'installer et de leur donner une visibilité sur du moyen long terme, parce que le développement continue autour de cette production-là, et toujours en garantissant un prix économique. Donc, on est dans une démarche aussi qu'on a entrepris avec une association qui s'appelle Biopartner, sur une démarche équitable, avec une juste rémunération du producteur, avec un partage de valeur, mais avec une visibilité surtout sur des quantités et des volumes, et que quasi la totalité de la production, des 70 producteurs avec lesquels nous avons du contrat, on s'engage sur des volumes.
On a même, il y a 2 ans, créé une petite société, une petite structure qui permet d'avoir construit en commun une usine de décortiquage. Il faut savoir que le petit dépôt d'eau de Provence a besoin d'être décortiqué pour l'alimentation humaine. Et on a créé une société qui s'appelle Bio en Grain, qui permet de mettre en place un outil mutualisé pour les différents producteurs de décortiquage. Et dans la direction de cette association, les producteurs sont majoritaires et nous sommes 2 transformateurs, donc nous, Equibio, et un moulin qui fait de la farine, qui s'appelle Moulin Pichard. Et ça permet à tous ces producteurs de pouvoir avoir une maîtrise plus complète, à la fois, bien sûr, de leur production agronomique, mais de leur commercialisation et de bien canaliser les débouchés qu'il peut avoir autour de cette production. Voilà, ça c'est un exemple important sur lequel on s'implique et on le fait aussi d'une manière un peu différente, mais du même style en Camargue, avec le riz Camargue. C'est le seul riz qui est produit en France sur ce territoire qui est un parc naturel régional. On a une contractualisation avec des producteurs, une visibilité sur du moyen à long terme aussi, parce qu'il faut savoir que quand on produit du riz, on peut le faire 1 ou 2 années de suite et ensuite il faut dans l'assolement avoir d'autres productions de la luzerne ou d'autres types de produits. J'ai entendu tout à l'heure Marc Dufumier qui parlait des apports azotés et de luzerne, mais c'est les mêmes cas de figure. On essaie de travailler en étroite relation avec nos agriculteurs pour connaître les problématiques agronomiques qu'ils peuvent avoir, surtout quand on conduit dans une technique d'agriculture biologique. On doit être très vigilant sur les sols, les assolements et toutes ces choses-là. Et donc le riz en Camargue, ce n'était pas seulement vendre de riz, mais il fallait trouver des solutions pour déboucher d'autres produits, comme on est en train de le développer pour faire du blé dur et faire de la semoule de blé dur et faire des pâtes 100% France. Voilà 2 exemples au niveau de notre entreprise et notre implication sur notre territoire qui nous a permis d'être développés, tout ça en partenariat encore très fort, c'est ce qu'on appelle l'esprit de filière, entre de la production, de la transformation, ce qui est notre rôle, et la commercialisation avec les magasins bio spécialisés avec lesquels nous avons des partenariats établis depuis de nombreuses années sur nos différentes marques qui sont commercialisées dans ce circuit-là. Voilà un petit peu les exemples. Merci beaucoup, Didier. Témoigner. Bon, après, là, j'ai passé la parole donc à Jean-Philippe Quérard. Après, il y aura un échange entre vous, puis après, vous répondrez aux questions. Mais merci, c'est super. 2 exemples, le riz de Camargue et le petit épaule. C'est avec ça qu'on fait le boulgour. J'ai compris. C'est avec ça on fait le boulgour avec le petit. Le boulgour, oui, on a fait un boulgour. On a mis au point. Spécial, c'est une spécialité, d'accord. Voilà, il y a 45 minutes de cuisson. Donc aujourd'hui, le boulgour de petit épaule permet de réduire à 10 minutes de cuisson et d'avoir un produit à la portée de tout cuisinier ou cuisinière de moyens. Des économies d'énergie et donc de gaz à effet de serre. Très bien. Ouais. Alors, je propose à Jean-Philippe Quérard. Voilà, Jean-Philippe. Alors, Jean-Philippe Quérard, lui, c'est… Pour l'instant, là, on a eu 2 intervenants qui étaient des tenants du bio. Jean-Philippe, lui, c'est pour une agriculture du vivant, c'est l'agriculture sur sol vivant. C'est d'autres pratiques agricoles qui ne sont pas incompatibles, puisqu'on a compris que Olivier Lenné le faisait aussi. Mais ça serait bien que tu présentes rapidement pour une agriculture du vivant, puis après que tu donnes ton point de vue par rapport à ce qui vient d'être exprimé. Merci. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc et bonjour à tous. Donc pour une agriculture du vivant, c'est une association qui regroupe une 50aine d'organisations de l'amont à l'aval, des coopératives, des structures d'accompagnement technique agricole, des acteurs de l'aval, des acheteurs sur toutes les filières et beaucoup d'agriculteurs qui soit adhèrent directement à l'association, soit au travers de leur COP, soit au travers de tout un tas d'organismes tiers. Et donc on est aujourd'hui une plateforme de facilitation, on crée des outils pour aider l'agriculteur à gérer sa transition agroécologique. Et notre vision de l'agroécologie, c'est une vision extrêmement convergente avec beaucoup d'agriculture en transition, y compris la bio, qui est vraiment une agriculture qui doit maximiser la fertilité, l'auto-fertilité des systèmes et qui doit tendre vers, on va dire, l'arrêt des intrants, qui soient d'ailleurs de synthèse ou parfois même organiques. Et donc, aller vers une autofertilité, une écologie intensive, comme l'évoquait Marc Dufumier tout à l'heure, qui permettent d'être la première condition de la résilience de notre société, c'est-à-dire stocker le carbone
de l'atmosphère et réguler le climat, c'est développer la biodiversité génétique des plantes, de la microbiologie des sols, qui fera aussi une partie de notre futur. Jean-Philippe, oui. Je suis désolé, mais il y a un oui. grésillement terrible. Je ne sais pas ce qu'on... Ah. Est-ce que tu peux tenter de repasser sans les casques? On va voir si c'était mieux. Tout à l'heure, c'était pire, mais bon. Est-ce que vous entendez mieux comme ça? Pour l'instant, oui, c'est mieux. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça, sans c'est génial. Bon, alors dans ce cas-là, on avance comme ça. Oui. Désolé. Donc, pour une agriculture du vivant, c'est ce mouvement très collaboratif d'acteurs de l'amont de l'aval qui décident d'intensifier leurs efforts de coopération pour faire émerger l'agroécologie à grande échelle. Et l'agroécologie ne s'oppose pas au bio, j'insiste là-dessus. Elle vient faire converger tout type d'itinéraire agronomique vers une logique d'autofertilité sans intrants. Il se trouve que voilà, il y a plein de chemins pour y arriver. Nous, on pense que dans un certain nombre de cas, couper le robinet de la chimie trop vite, c'est pas toujours le meilleur itinéraire pour arriver à se passer de la chimie, mais dans tous les cas, notre cible est la même et souvent, ce sont des nuances que chaque agriculteur ensuite réinterprète selon son histoire, l'histoire de ses sols et puis les différentes contraintes de ses cultures. Mais en gros, ça participe vraiment de la même philosophie. Et ce que je voudrais dire sur le problème qui est évoqué aujourd'hui, et donc la résilience du système alimentaire en tant que tel, et puis comment faire émerger une alimentation de territoire, je pense qu'on a deux gros sujets qui sont vraiment interliés, enfin interdépendants, mais qu'il faut adresser séparément. Le premier, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à développer une agriculture qui est tournée vers son territoire et qui produit pour son territoire? Et on va trouver énormément de leviers à mener cette transition parce que plus on va vouloir diversifier les assolements agricoles, diversifier les cultures sur un territoire, et plus on va trouver de la résilience dans les agrosystèmes. On l'a évoqué à plusieurs reprises, les intervenants précédents ont précisé qu'il fallait développer de la polyculture élevage, développer des intercultures et des plans de campagne. Et moi, je ne suis pas agronome, mais ce que j'entends à longueur de semaine, c'est que c'est vraiment dans cette diversité des assolements et des productions qu'on va trouver un moteur d'autofertilité extrêmement prometteur. Et dès lors qu'on diversifie les assolements, on permet à l'agriculture qu'on a trop souvent spécialisée par région en monoculture de se tourner à nouveau vers ces territoires avec une variété de production et l'intérêt de réintroduire, comme l'évoquait à l'instant Didier, de nouvelles cultures sur un certain nombre de territoires, c'est vraiment participer à cette diversité des productions. Ça, c'est le premier gros enjeu et il est extrêmement complexe et lourd à animer. Et c'est l'enjeu que pour une agriculture du vivant, en tout cas, essaye de contribuer à accélérer. Et puis, le deuxième gros enjeu qui est tout aussi important, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite des produits alimentaires et comment on évite qu'ils quittent le territoire et qu'on les resynchronise avec la consommation du territoire. Et là, je crois qu'il faut se parler vrai et même si énormément d'initiatives, comme l'évoquait Félix, sont en train de germer sur, on va dire, des grossistes de proximité, des marketplaces d'échange de produits entre l'amont et l'aval. On a quand même là un énorme problème à soulever, c'est que aujourd'hui, ces circuits courts sont souvent trop chers pour le grand public. Donc, ils adressent une niche de consommateurs, mais qu'aujourd'hui, on a vraiment un défi, c'est de faire en sorte que cette alimentation de proximité ne soit pas plus chère que le mass market. Et donc, viennent en substitution à grande échelle des logiques mass market. Et on l'a tous constaté dans notre vie quotidienne, un produit qui a fait 3 fois le tour de la planète peut parfois être moins cher qu'un produit qui vient de 5 km. Et c'est complètement anormal. Et il faut absolument repenser la chaîne de transformation alimentaire. C'est un des premiers piliers. Il faut intégrer cette chaîne de valeur, faire travailler ensemble tous les acteurs du territoire, les agro-industriels bien sûr, mais les coopératives, la restauration collective, la restauration commerciale, faire en sorte qu'on arrive à repenser les schémas de transformation sur les territoires pour que un produit qui a été produit à proximité ne fasse pas 500 km aller, 500 km retour pour se faire transformer, parce que le consommateur ne consomme pas du lait
crues ou du blé. Hein. Ils consomment de la farine dans le meilleur des cas et souvent du pain. Donc, il faut absolument retravailler les chaînes de transformation à l'échelle des territoires, remailler nos territoires d'ateliers de transformation de proximité. C'est un des sujets aussi qu'adresse Maximilien qui va nous en parler. Donc, je pense qu'il y a un enjeu là-dessus. Et puis, le deuxième enjeu, c'est le consommateur qui, au bout de la chaîne, doit faire sa part du boulot et sans doute aussi lui réapprendre à diversifier ses régimes alimentaires, à ce qu'il apprenne à consommer ce que le territoire nous a donné en saison et faire en sorte qu'effectivement, il y ait de moins en moins de gâchis sur la chaîne de valeur. On évalue à environ 30% de gâchis. Eh bien, c'est une formidable réservoir de productivité pour faire en sorte que d'un bout de la chaîne, on ait un agriculteur qui vit dignement et de l'autre, un consommateur qui ne paye pas plus cher. Parce que toute volonté de vouloir faire du local et une transition écologique des agricultures qui ne résoudrait pas cette double contrainte d'un agriculteur qui ne gagne pas sa vie, d'un consommateur qui n'a pas d'argent pour payer plus cher son alimentation à grande échelle, se fait plaisir. Et donc, on alimente une bulle à 5% de la consommation, mais on ne résout pas vraiment l'équation. Donc, il faut aussi adresser cette équation des masses en ayant conscience de la double contrainte. Merci Jean-Philippe. Ben, tu as un peu entamé le débat que je voulais lancer tout à l'heure, mais c'est bien. Par contre, tu as ouvert la porte carrément là, à notre prochaine intervenante qui est Marie Garnier de Métro. Donc, en parlant de filières et de la nécessité justement de reconsidérer les filières, je crois qu'elle est bien placée pour nous en parler. Marie? Voilà. Il faut que tu mettes… Est-ce que vous On t'entend, c'est super. Parfait, merci beaucoup. Bien, bah, écoutez, c'est toujours difficile d'arriver après autant d'interventions inspirantes voilà, et très complètes. Moi, ce que je voudrais dire peut-être rapidement, alors tu as dit on ne présente pas Métro, mais peut-être dire que Métro en France… Donc, oui, quand même, il faut quand même dire ce que c'est Métro en France. De la restauration commerciale indépendante en France, 98 halles métro partout en France. Alors bien sûr, on est parfois vu comme une grosse entreprise, et c'est vrai qu'on est une grosse entreprise, mais en même temps, on travaille, nous, pour des petites entreprises, des restaurateurs, des commerçants indépendants. Et je dirais qu'en matière de RSE, parce que c'est une partie de ma casquette, et de responsabilité sociétale, on a commencé à travailler très rapidement sur notre impact, mais on s'est bien rendu compte que si on voulait avoir vraiment un impact, il fallait pouvoir entraîner notre écosystème. Notre écosystème, ce sont nos fournisseurs, les producteurs ou les industriels, et ce sont les restaurateurs en aval. Donc ça s'inscrit en fait dans une démarche que l'on a voulu assez rapidement d'accompagner la restauration commerciale indépendante vers une alimentation plus durable. C'est près de 400 000 professionnels en France, tous indépendants, partout dans les régions, qui sont sensibles à ces sujets et en même temps qui ont besoin de pouvoir trouver des solutions concrètes pour basculer et pour faire que ce qu'ils vont offrir à leurs propres convives et clients ait moins d'impact, que ce soit un impact carbone ou un impact sociétal au sens général. Donc, ce que l'on a commencé par faire dans un premier temps, c'était vraiment de la sensibilisation, de l'information, prendre conscience en fait de ces enjeux. Finalement, comme pour la plus grande partie de la population et nous tous, il y a eu cette phase d'appropriation. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de passage à l'action, c'est-à-dire comment est-ce que je transforme mon restaurant, mon activité, mon business model pour passer au durable. Et là, il y a plusieurs catégories. Il y a bien sûr ce que j'appelle les durables natifs, c'est des restaurants qui se créent en ce moment et qui sont complètement dans cette tendance. On a également des pionniers qui, parce qu'à titre personnel, ils étaient convaincus de ces sujets et qui ont démarré, qui sont très inspirants pour le reste de la profession. Et puis, beaucoup d'autres structures et de restaurants qui sont comme nous, finalement, quand on est un particulier, qui sont prêts à changer, qui sont conscients de ces enjeux, mais pour lesquels ça veut dire effectivement une transformation de leur activité. Et ça peut faire peur. Et c'est complètement, nous, notre rôle de les accompagner, de leur faire partager avec leur communauté des témoignages de restaurateurs qui sont déjà passés au durable et puis d'apporter des solutions. Alors, j'en arrive justement aux solutions et à l'offre, puisque c'est le sujet de cette table ronde. Chez Métro, on voit forcément une accélération importante d'un certain nombre de demandes qui viennent aussi de la part des clients de nos clients.
Et ce qu'on s'attache à faire, c'est à répondre de plus en plus à cette demande et aussi d'améliorer la visibilité en termes d'offres. C'est-à-dire que chez Métro, c'est 98 points de vente en France. On a toujours eu un approvisionnement local. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le met davantage en avant en identifiant finalement le producteur local, les ceintures vertes, la production qui est vraiment dans la région, dans l'échelle, à l'échelle du département. Et dans les choses nouvelles que l'on teste aussi, c'est d'offrir un espace finalement aux producteurs locaux pour qu'ils puissent venir véritablement comme sur un marché et bien proposer leurs produits. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour nous, c'est pour beaucoup de restaurateurs, ils ont besoin de gagner du temps. Tout le monde ne peut pas prendre sa camionnette tous les matins et aller faire le tour de tous ces producteurs. Et c'est vraiment notre rôle de tout réunir sous un même toit. Alors, comment? Alors, avoir une offre qui corresponde à leurs besoins. Cette offre locale, elle est particulièrement importante. De façon plus globale, au-delà, on va dire, du local, peut-être 100, 200 km, on a, avec tous les représentants des confédérations professionnelles de producteurs, mais également de l'aval, signé une charte en début d'année pour une meilleure valorisation de la production agricole française dans la restauration indépendante. Ça, c'est vraiment une volonté très forte de Métro de faire ce que vous disiez tout à l'heure, de connecter l'amont et l'aval avec la volonté de valoriser ces produits, de les mettre en avant, de faire se rencontrer également les producteurs et les restaurateurs, d'aborder des sujets, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de partage de la valeur. Et clairement, donc pour les producteurs locaux, vous évoquiez l'aspect du prix. Ce sont eux qui nous définissent en fait le prix auquel ils veulent vendre les produits chez nous, et nous, on s'adapte. On est vraiment dans cette relation gagnant-gagnant où chacun doit trouver sa place, et tout ça au profit du consommateur final finalement. Et vous parliez de la qualité de l'alimentation, etc. Et chez Métro, on y est particulièrement attaché. Et ça se traduit notamment par aussi le soutien initiative J'aime cuisiner français. Et ce que l'on veut vraiment, c'est inciter tous les restaurateurs indépendants à basculer de plus en plus sur la production française, valoriser cette cuisine de produits français. Ensuite, on a peut-être une deuxième étape, ce sont les produits qui viennent d'un peu plus loin, parce que je sais que certains ont des concepts de restauration avec des ingrédients qui ne viennent pas plus de 100 ou 200 km. Ça n'est pas encore aujourd'hui la majorité. Quand vous allez au restaurant aujourd'hui, parfois vous aimez quand même prendre un petit gâteau au chocolat en dessert et une tasse de café. Et ces ingrédients, ils viennent forcément de plus loin. Et c'est là où nous, on a une approche de filière qui s'appelle nos filières engagées pour l'avenir, avec la volonté d'accompagner dans le temps, parce que je crois que cette notion d'accompagnement, elle est importante. Les intervenants précédents évoquaient des modes d'agriculture qui peuvent paraître complètement innovants ou qui peuvent paraître beaucoup plus pertinents. Toujours est-il qu'il y a quand même une transformation, une transition pour faire évoluer peut-être le modèle dominant actuel. Et c'est ce que l'on traverse ces filières. Ce sont des contrats sur plusieurs années avec une volonté d'accompagner année après année l'amélioration des modes de production. Et donc, on est dans une approche de plan de progrès, d'amélioration continue, mais toujours avec une visibilité long terme, parce que c'est important pour nous de dire à nos fournisseurs et nos producteurs, on souhaite aller vers ces modes de production, vers cette alimentation, mais on va y aller ensemble dans la durée. Donc ça, c'est un élément important. Et puis peut-être sans empiéter sur l'interlocuteur suivant, il y a des dimensions environnementales, mais aussi sociales, sociétales, une notion d'éthique. Et on est très attaché dans nos filières à intégrer des éléments de sécurité alimentaire, des éléments liés à la biodiversité, au mode de production, mais également au mode de production éthique, et notamment sur les conditions de travail, sur les audits sociaux qui peuvent être faits. Et j'ai un exemple sur la filière thon, où au-delà d'intégrer vraiment des enjeux très forts liés à la ressource et aux techniques de pêche, on a intégré également des audits sociaux sur les conditions de travail à bord des bateaux, dans les usines, etc., pour vraiment englober toutes les dimensions qui font la qualité finale d'un produit. Donc voilà, peut-être j'illustrerai. Voilà, tu peux un peu plus en détail après. Voilà. Pour finir, nous, en fait, on est convaincus qu'aujourd'hui, on traverse tous une période de turbulence extrêmement importante avec le Covid, mais cette période, elle va se terminer, la restauration va redémarrer de plus belle et que ce sera vraiment important de redémarrer de cette façon-là avec une restauration plus durable, et c'est vraiment ce que l'on souhaite faire aujourd'hui. Génial. Merci beaucoup, Marie. Alors, donc là, on va arriver maintenant à
notre dernier intervenant pour cette table ronde, qui est Maximilien Rouher. Et là, Maximilien, ça serait très bien que tu nous présentes la note globale, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui savent ce que c'est. Donc, ça serait bien que tu nous en dises quelques mots, puis après, tu notes ton point de vue par rapport au sujet du débat. Merci Jean-Luc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc évidemment, comme a dit Marie, compliqué de parler après vous tous, mais on va essayer d'être à la hauteur. Merci Jean-Luc de me permettre de présenter la note globale. Donc c'est né il y a, en tout cas j'ai lancé le projet il y a un peu plus de 3 ans avec une ambition, une volonté, c'était de rendre compte avec recul et avec objectivité de ce qui était fait par les acteurs, par les filières. Donc permettre de co-construire un référentiel partagé entre, dans la filière et pour le consommateur sur l'ensemble des enjeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le producteur, éleveur ou agriculteur ou maraîcher ou arbo, peu importe, puis le logisticien, puis le transformateur, l'abatteur, le transformateur niveau 1, niveau 2, puis le restaurateur ou le distributeur, tous ces gens-là aujourd'hui sont engagés dans des démarches, peu importe qu'on les appelle bio, label rouge ou de qualité tout simplement, mais on n'est plus comme dans les années, mettons, 80. Aujourd'hui, tous les acteurs innovent et essayent de faire quelque chose de bien. Le sujet, c'est est-ce que ces choses sont mesurables et mesurées et valorisées au niveau du consommateur final? Et la réponse, c'est non. Ou sinon, on est jugé parti, c'est-à-dire que la marque qui fait bien les choses s'auto-évalue, ou comme l'a rappelé Marc, qui fut mon éminent professeur il y a plus de 20 ans maintenant, Marc Dufumier, qui nous disait, ben voilà, on a des labels un peu publics comme le label Bio ou le label Rouge, mais force est de constater que ces labels sont assez exclusifs, qui concernent certes des milliers de produits, mais qui restent marginaux, hein, puisque à peu près 90% des produits commercialisés aujourd'hui n'ont aucun de ces labels de qualité qu'on appelle SIQO, signe officiel de qualité dans le jargon alimentaire. Donc, l'idée était de dire, bon, finalement, en 2020, le consommateur avec les réseaux sociaux, avec les applis, est de plus en plus informé et de plus en plus interrogatif et de plus en plus, on va dire, motivé pour en savoir plus sur les produits. À l'autre extrême, ça c'est la mauvaise nouvelle, les enjeux, et Jean-Luc, tu ne vas pas dire le contraire, sont de pire en pire, hein, le changement climatique, la destruction de la biodiversité, l'indice de Gini, enfin, peu importe, en tout cas, on est tous autour de la table assez sachants sur ces situations-là. Ça ne s'améliore pas. Donc, entre les enjeux systémiques qui nous écrabouillent ou qui vont nous écrabouiller, et à l'autre extrême, les consommateurs, et c'est la bonne nouvelle, qui sont de plus en plus interrogatifs et volontaires, en passe de devenir consommateurs, excusez-moi du clin d'œil, il fallait un outil qui permette de rapprocher le consommateur qui veut s'engager des produits les plus performants. Et donc l'association La Note Globale a pour objectif de structurer cette identification des meilleurs produits, des moins bons produits et des moins bons produits. Donc ce n'est pas un label parce que tous les produits seront notés à terme, hein, de celui qui aurait hypothétiquement ou théoriquement 100 sur 100 à celui qui aurait théoriquement 0 sur 100. On aura bien une répartition. L'enjeu est de faire ça de la manière la plus fidèle possible au réel. Donc, il y a deux manières pour ça. Soit, écoutez, l'État s'empare du sujet et met en place une dynamique multicritère sur l'ensemble des produits. Ça viendra certainement un jour. Soit c'est la société civile qui s'en empare et qui commence à structurer cet outil. C'est l'option 2. La note globale, c'est issu d'une dynamique que j'ai lancée avec Capucine Laurent il y a maintenant un peu moins de 3 ans. L'objectif étant de commencer à rendre compte de ce qui est fait. Voilà. Donc, on a fini en 3 ans là, le référentiel, et puis on va commencer à massivement noter les produits dans un futur assez proche. D'accord. Et tu penses rapidement être sur quelle quantité de produits qui seront notés assez rapidement? L'objectif, c'est 4000 produits pour la date du Salon de l'agriculture. Je n'ose pas dire
pour le salon, puisqu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais voilà, en tout cas, pour fin février, on a un objectif de 4000 produits et tout devrait nous permettre de l'avoir fait. Maintenant, pour répondre à ta question sur le sujet bon pour le climat, moi, j'aimerais dire deux choses. Un, il ne faut absolument pas croire que juste le local pourra répondre à la question climatique, au risque d'exposer le local, enfin les populations locales à une situation critique. On a besoin d'une coordination ou d'un meilleur équilibre, hein, comme dit notre chercheuse Yuna Chifolo, qui est une très grande chercheuse sur ce sujet. Il faut beaucoup plus équilibrer les consommations et les productions. Aujourd'hui, on est à peu près à 96% non local. Il faudrait arriver à du 50-50 local et moins local. Pourquoi? Parce que si localement, le changement climatique venait à tout brûler, par exemple, ou à tout inonder, on serait bien content d'avoir quand même des appros qui ne viennent pas du local. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est un point important pour faire un immense clin d'œil à la fois à Félix et à Jean-Philippe, on est encore dans l'agroécologie pour produire mieux. Et avec le changement climatique, l'agroécologie, ça sera tout simplement pour produire. Pas pour produire mieux, mais si on veut encore produire en phénomène de canicule ou d'inondation, on va avoir besoin d'une agroécologie et donc de l'agroforesterie notamment et de sols vivants pour mieux résister aux canicules, aux inondations ou à toutes les catastrophes extrêmes. Et ça, c'est un point de basculement que je tenais à partager. L'agroécologie n'est pas une option pour produire mieux, mais c'est une option pour continuer à produire tout simplement. Excellent. Bon, ben super. Alors, on a plein de matières. Ce que je vous propose, c'est qu'on va… j'ai déjà vu, il y a déjà des questions qui sont posées, mais avant, on va peut-être faire un échange entre intervenants pour… un des enjeux derrière ce que vous avez dit, c'est effectivement, il faut changer les filières, il faut changer… Mais il y a aussi… faut structurer différemment les filières, mais il y a aussi comment est-ce qu'on finit par redonner de la valeur à l'agriculture, et donc comment est-ce que ça va se répartir, comment ça va fonctionner, et que si vous pouviez répondre sur ce sujet-là, ça serait pas inintéressant. Il y a eu plusieurs pistes qui ont été esquissées, mais j'aimerais bien qu'on aille encore plus loin, sachant qu'après, dans l'autre table ronde, ce sera comment est-ce qu'on donne de la valeur à la restauration de nouveau. Voilà, l'agriculture et l'alimentation. Voilà. La parole est à vous. Qui parmi les intervenants souhaite prendre la parole? Maximilien, tu continues? Alors, moi, je veux bien, oui, juste sur la valeur, puisque toute l'ambition de la note globale est née de ce constat de désespérance des agriculteurs, d'une partie en tout cas d'entre eux. J'en connais pas beaucoup qui n'innovent pas, et leur difficulté, c'est est-ce que leurs innovations arrivent aux consommateurs? Entendre par là, est-ce que cette innovation va être payée, quoi? Moi, je veux bien travailler et innover, mais est-ce que je vais être payé? Et donc, la note globale, en structurant ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait le long de la chaîne de valeur, finalement, un de ses objectifs, ça va être de permettre à l'agriculteur qui innove et qui fait des choses en cohérence avec les enjeux, d'être mieux rémunéré. Dit concrètement, vous faites, je dis n'importe quoi, des pommes de terre, vous travaillez avec une agriculture du vivant, vous innovez, vous êtes vraiment dans tout ce que PADV recommande. Ben oui, mais le résultat, c'est que vous aurez peut-être une pomme de terre notée 70 ou 75 ou 80 sur 100. À côté, la pomme de terre, entre guillemets, endormie, qui s'est peut-être un peu laissée aller ou endormie sur ses lauriers, qui n'a pas vraiment innové, peut-être qu'elle sera qu'à 52, voire 25. Vous voyez? Donc, du point de vue du consommateur, dans le même rayon, il aura peut-être une pomme de terre à 25, une pomme de terre à 53, une pomme de terre à 80. Je ne dis pas que si le prix est exagéré sur la pomme de terre à 80, je ne dis pas qu'il n'y aura pas une réticence, mais au moins pour la première fois, il y aura un outil pour, à côté du prix, expliciter la qualité intrinsèque du produit. Toutes les données invisibles qui sont sur la transparence, j'ai vu la question passer, donc on va, dans la globale, on va évaluer l'environnement, les questions sociales, comme a dit Marie tout à l'heure, les questions économiques sur les contrats, la juste rémunération, les questions d'origine,
les questions de bien-être animal, le cas échéant, pas sur la pomme de terre, les questions de transparence et les questions de santé. Donc on est vraiment global, hein, il y a ces six enjeux. Sur tout ça, on a une batterie de critères, à peu près un peu moins d'une centaine par maillon. Évidemment, là, on est exhaustif et toutes les actions qui sont mises en œuvre à la ferme, et quelque part, elles vont remonter à travers la notation. Et le consommateur qui se posera des questions, quelles que soient les questions qui se posent, il aura accès aux réponses et aux valeurs de sa pomme de terre ou de sa lasagne ou peu importe, de sa côte de porc. Vous voyez. Donc là, on a un premier outil qui est comment structurer la remontée d'informations pour ce que fait l'agriculteur réellement à la parcelle, ce qui est fait ensuite en transformation, si le produit est transformé, ce qui est fait ensuite en restauration ou en distribution. Et du coup, le consommateur, à travers une note simple, parce que c'est ce que les consommateurs ont demandé, un truc simple, il aura accès à tout ce qui est réellement fait et il pourra ainsi le valoriser dans les négociations, mais ça ne regarde pas. Merci Maximilien. Alors, est-ce que quelqu'un, Olivier, Jean-Philippe, Félix veut répondre? Je peux prendre le relais si c'est… D'accord, si je passerai. Ok, toi en premier, après Olivier, parce qu'il s'était précipité aussi pour répondre. Okay. Vas-y. Je pense que pendant 50 ans, on a posé le problème un peu de la mauvaise façon avec cette logique de il faut répartir la valeur différemment. Et on a voulu opposer l'aval, l'amont, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand on a un agriculteur qui ne gagne pas sa vie et un consommateur qui n'a pas plus d'argent à mettre dans son assiette, il faut qu'on pense la question de la création de valeur. Et donc, les labels font partie de cette logique qui est de traduire cette création de valeur d'un bout à l'autre de la chaîne. Et ce que fait Maximilien est très intéressant. Et je pense qu'il faut le compléter avec aussi, si on pense au modèle agricole, à une vision un petit peu plus élargie du modèle agricole. Dans l'Association pour une agriculture du vivant, on a l'habitude de dire qu'il y a 4 leviers de création de valeur pour l'agriculteur. Le premier, c'est de baisser ses coûts de production. Et l'agroécologie, c'est quand même toute cette dynamique qui vise à se passer d'un certain nombre d'intrants, de coûts de mécanisation et à retravailler autour de la fertilité naturelle des systèmes. Donc, on baisse les coûts de production en agroécologie, ce n'est pas un tabou. Le deuxième sujet, c'est de travailler la diversité des cultures, on en a parlé, et à travers cette diversité des cultures, on recrée plus de valeur aussi à la ferme qu'en monoculture. C'est la diversité des canaux de distribution, avec la logique des labels, mais aussi au travers des différents canaux, être capable de se défragiliser avec plein de valorisations, y compris sur les coproduits agricoles qui soient les plus complets possibles. Et puis, enfin, les externalités qu'on a évoquées tout à l'heure, qui viendront peu à peu rémunérer l'agriculteur pour le service qu'il rend à la société sur l'eau, le carbone, la biodive. Et voilà. Et donc, je pense que pour l'agriculteur, sortir par le haut de son modèle économique, ce n'est pas la solution magique. C'est vraiment la pluralité de ces leviers qu'il faut arriver à déployer, chacun avec son projet. Et donc, voilà, certains voudront transformer davantage, d'autres appuieront sur d'autres leviers, mais il faut vraiment travailler vraiment toutes ces dynamiques ensemble. Merci Jean-Philippe. Alors Olivier, tout à l'heure, il voulait réagir. Vas-y. L'idée de la note globale, ça me paraît effectivement très, très séduisant, mais ça me paraît être un travail colossal. Je ne sais pas exactement qui, comment, quoi, est-ce que vous avez les moyens de faire tout ça, voilà. Simplement une petite observation, c'est qu'on dirait tous les différents leviers, notamment il y a aussi le levier politique. Bon, par rapport à la PAC, il y a une grande discussion qui est ouverte à tout le monde en ce moment. Je vois jamais tous ceux qui veulent y participer. C'est facile à trouver sur Internet. C'est un débat public. Impactons avec voilà. Donc nous, Confédération Paysanne, on va y participer parce qu'on peut, en tant qu'association, faire ce qu'on appelle un cahier d'acteurs. Peut-être que vous pouvez vous aussi faire un cahier d'acteurs. Je pense qu'il y a aussi un débat politique à avoir à ce niveau-là, notamment par rapport quand on parle beaucoup de délocalisation, on pense souvent à l'industrie, mais l'agriculture aussi est très très concernée par la délocalisation. Aujourd'hui, je crois qu'on importe quasiment plus de la moitié de nos fruits et légumes, alors qu'il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, on était encore quasiment autosuffisant. Ça veut dire qu'il faut quand même des règles à la fois au communautaire, c'est-à-dire au niveau de l'Europe, mais aussi à l'international. Et là, aujourd'hui, on est dans un climat où on a tendance plutôt à ne plus
plus avoir de règles du tout. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut avoir chez nous dans nos magasins des lentilles vertes qui viennent du Canada et sur lesquelles on a épandu un glyphosate juste avant récolte pour avoir une maturité du champ global, pour ne pas avoir d'humidité, alors qu'on vient de s'interdire, et j'espère, le glyphosate d'ici peu. Ah, voilà. Donc il y a quand même un terrain politique qu'il faut absolument aussi, je veux dire, qu'il faut prendre en considération. Voilà. 80% des graines de moutarde viendraient du Canada aussi. Voilà. Ah, oui, y compris la moitié de celles qui servent à produire de la moutarde de Dijon. Voilà. Ah oui, oui. Et puis les cornichons qui viennent d'Inde, et puis les poulets qui viennent du Brésil ou d'Ukraine, etc. Je crois que là, on peut compléter le tableau. Ouais. Merci. Félix, Didier, vous voulez prendre la parole? Je voudrais bien rajouter éventuellement un levier. Je partage tout à fait ceux qui ont été présentés notamment par Jean-Philippe. Et un peut-être qu'on pourrait aussi soulever, c'est la question de l'endettement des agriculteurs aujourd'hui, avec effectivement le fait que c'est souvent un frein à l'évolution des pratiques, à la réorientation des systèmes de production, etc. Et que même c'est d'ailleurs une des principales logiques qui explique un peu le verrouillage du système dans pas mal de filières de production. Et donc là aussi, Olivier parlait du rôle des politiques là-dedans. Et je pense que c'est une question qu'on mériterait de poser collectivement sur qu'est-ce qu'on fait de cet endettement, quels peuvent être les mécanismes financiers, économiques qu'on met en œuvre pour le limiter et justement permettre un peu de sortir de cette spirale infernale où plus d'endettement oblige à augmenter les volumes produits avec des coûts de production qui négligent toutes les externalités dont on a pu parler, etc. Donc en tout cas, je pense qu'il y a aussi un aspect important à regarder de ce côté-là. Très juste. Didier, Marie, vous voulez dire quelque chose? Vous voulez ajouter quelque chose ou on passe aux questions? Peut-être un point rapidement. Je pense qu'il y a le sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est pour valoriser, il faut donner de la visibilité. Et je crois que c'est important, effectivement, à tous les maillons de la chaîne de pouvoir bien identifier, par exemple, l'origine France, et pourquoi pas sur la carte d'un restaurant, de pouvoir identifier ou le nom du producteur ou l'origine du produit, parce que, vous l'évoquiez aussi, il peut y avoir encore aujourd'hui, malgré tout, un surcoût. Et c'est important de savoir, quand on fait un choix, eh bien, de dire j'accepte de payer un peu plus cher parce qu'il y a tel et tel éléments complémentaires auxquels je suis sensible. Et donc, je pense que cette notion de visibilité, de relayer l'information, c'est sans doute un levier important. Sachant que là, ça serait intéressant que des économistes nous fassent le calcul de quelle est la part d'augmentation qu'on sera prêt à accepter. Bon. Didier, tu veux dire quelque chose? Tu as coupé ton son, il faut que tu remettes le son, Didier. Bon, ça y est, j'ai remis le son. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est partagé par Marie, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs aussi dans l'établissement, si je prends la casquette d'hôtelier restaurateur, ils nous demandent la traçabilité, c'est d'où vient le produit. Et notre rôle, c'est d'informer aussi, quand on travaille sur la proximité, de mettre en valeur les producteurs avec lesquels on travaille. Et que quand j'ai parlé tout à l'heure de notion de filière, c'est très important que aussi la partage de la valeur entre l'agriculteur, le transformateur et celui qui met sur le marché, soit en produit final, soit au niveau de la restauration, il y a un partage de la valeur et qui donne une plus grande visibilité pour les jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer aujourd'hui et pas dépendre des évolutions brusques et mouvementées boursiers, je dirais, des denrées alimentaires pour qu'on ait une plus grande visibilité à ce niveau-là. Et je pense qu'au niveau de l'agriculture biologique, on a un grand rôle à jouer dans ce monde-là parce que l'évolution de la consommation, elle doit être plus responsable aussi vis-à-vis de notre consommateur grand public. Et qu'on a évoqué tout à l'heure, même on peut faire du bio dans l'autre bout de la planète comme tous les autres produits aujourd'hui. Et je crois qu'on doit savoir s'impliquer à donner une visibilité sur tout ce qu'on peut produire sur notre territoire pour nourrir 60 millions d'habitants aujourd'hui. On a encore beaucoup de choses dans notre périmètre agronomique et technique de culture. On parlait de lentilles, on parle de pois chiches, on parle plein de denrées alimentaires qui sont les basiques de notre alimentation aujourd'hui, sur lesquelles on a un gros travail à faire en termes de pédagogie et d'enseignement, même dans les écoles, parce qu'il n'y a pas de programme scolaire, et de pouvoir déjà dès le plus jeune âge, dès les cantines et dans les cantines scolaires et dans les écoles, inciter les enfants à faire un petit jardin, mais à comprendre aussi d'où vient son produit qu'ils mangent et de les responsabiliser pour nos générations futures.
J'étais très surpris l'autre jour dans mon magasin de découvrir que les oignons que j'allais acheter étaient censés venir d'Égypte. Oui, tant qu'ils ne viennent pas de Chine, alors qu'on fait de l'ail et des oignons dans nos régions, il y a largement de quoi produire. Ok, alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant aux questions. Elisabeth, tu as suivi le chat, il y en a plusieurs. Il y a des questions qui s'adressaient directement à certains intervenants et puis d'autres, je pense, à la cantonade. Donc, à toi, Elisabeth. Ok, il y a déjà quelques questions auxquelles les intervenants ont répondu. J'en ai une peut-être pour Marie Garnier. On demande quel est chez Métro un point sur les autres démarches durables, telles que l'équitable par exemple. Le bio, on en a un petit peu parlé, et puis la démarche zéro déchet, qui rejoignent toutes ces démarches de résilience, évidemment. Alors, dans l'équitable, il y a plusieurs choses. Souvent, l'équitable, il a été utilisé. Je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez. Oui. D'accord. L'équitable, souvent, ça a été utilisé dans les relations nord-sud, pour le café équitable, le chocolat équitable, etc. J'imagine qu'il y a peut-être cette notion, et donc effectivement, chez Métro, on va trouver ces ingrédients, mais la difficulté pour le restaurateur, encore une fois, ça va être de le valoriser, et le seul moyen, c'est de pouvoir le mettre sur sa carte et que ça soit visible. Je rebondirai sur ce qui a été évoqué sur le bio. Jusqu'à présent, il est encore assez difficile pour un restaurateur de valoriser l'achat de bio parce que la certification biologique pour la restauration était difficile. Aujourd'hui, la réglementation a évolué et ça va être beaucoup plus simple. Et encore une fois, je pense que il faut toujours connecter avec la possibilité pour le restaurateur de valoriser ce choix qu'il a fait. Donc, sur l'équitable, peut-être que quand on parle de l'Europe ou de la France, on va davantage parler de partage de la valeur. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de producteurs locaux qui eux-mêmes fixent leur prix lorsque on discute pour mettre en avant leurs produits dans nos halles les plus proches. J'ai un autre exemple d'éleveurs engagés. C'est une démarche que l'on a signée avec l'interprofession bovine pour de la même façon pouvoir valoriser auprès du producteur la production bovine française et la mise en place aussi de cahiers des charges particuliers. Donc, il y a un certain nombre de démarches de ce type chez Métro. Je ne sais plus quels étaient les 2-3 autres points. Il y avait le bio, puis la démarche zéro déchet. Alors, la démarche zéro déchet, alors il y a beaucoup de dimensions. Sur le déchet, aujourd'hui, on a un gros sujet autour du plastique et des alternatives au plastique. Là, c'est un sujet qu'on a embarqué depuis longtemps maintenant, en développant des alternatives qui ne soient pas en plastique et qui puissent être pour l'instant biosourcées, type pulpe de maïs, pulpe de bambou, etc. Et l'étape d'après, elle sera véritablement sur le zéro déchet, c'est-à-dire comment ne pas avoir du tout de jetable. Et là, on apporte des nouveaux modèles économiques où on revient finalement, c'est peut-être un peu comme l'agroforesterie, à des modes de production qui sont ceux qu'on connaissait avant, où on n'avait pas de jetable et on avait davantage de la vaisselle qu'on réutilisait. Là, sur l'aspect déchets, sinon l'accompagnement, il est aussi proposer des services pour pouvoir collecter les huiles usagées, pour pouvoir récupérer le polystyrène, pour pouvoir donner la possibilité à nos clients de ramener un certain nombre d'emballages vides. Ce sont des réflexions qui sont en cours et qui sont extrêmement importantes dans l'idée d'accompagner et de faciliter en fait toute cette transition, cette transformation de l'activité de nos clients. Et puis un dernier point, peut-être venant d'une autre personne, si je synthétise un petit peu, qui vous demandait de revenir un peu plus sur la notion de contrat pluriannuel. Parce que là, vous avez parlé un petit peu de la rémunération, de modes de relation différentes avec des producteurs. Cette notion pluriannuelle, comment vous pourriez la décrire un peu plus ? Eh bien, en fait, l'idée, c'est lorsque l'on est avec un producteur en local et que on s'engage, par exemple, vous preniez l'exemple des oignons, ça pourrait être l'exemple des oignons, sur des quantités annuelles qui seront achetées par Métro et qui permettent en fait au producteur d'organiser à l'avance son plan de production avec des volumes dont il sait que de toute façon, on pourra les lui acheter. Ok. Juste, je peux me permettre de rebondir d'ailleurs. Je félicite l'enseigne Métro parce que je suis un client
et je peux être un fournisseur potentiel, ça m'intéresserait d'échanger avec vous, Marie. Je pense que Jean-Luc Fessard pourra nous changer nos coordonnées sur Sans aucun problème. votre développement sur cette activité bio, et de plus en plus, vous venez d'évoquer, moi je le vis en tant qu'un de vos clients sur mon hôtel, j'en fais un peu de com, un château de Massillon dans le Vaucluse, et on est 100% bio avec une autonomie parce qu'on a notre propre jardin potager, et on a notre domaine viticole également, mais on essaye d'être au mieux proche des fournisseurs qui rassemblent le maximum d'offres, et donc c'est le cas du métro Avignon. Écoutez, je transmettrai au directeur qui sera enchanté parce qu'il est très investi sur ce sujet. Et moi, ça m'intéresse au niveau national de parler avec vous après, parce que j'ai d'autres activités. Mais on en parlera hors antenne, comme on dit. Tout à fait. Très bien. Elisabeth, d'autres questions pour d'autres intervenants? Je pense qu'il y en avait, moi j'en ai vu passer pour Maximilien au moins. Oui, j'en ai une pour Maximilien, en complément de tout ce qu'il a décrit. Et la différence, donc la note globale avec la démarche MyLabel. Oui, écoutez, mis à part l'intention qui est partagée de pouvoir rendre compte de manière globale de tout ce qui est fait dans un produit, la démarche est un peu différente. Déjà, nous, on n'est pas qu'une appli. La principale contribution qu'on a à la société, c'est d'avoir fait converger l'écosystème dans la construction d'un système de notation. Donc, on est la partie immergée, donc sous l'eau de l'iceberg, la partie émergée étant la partie visible, pouvant être le traitement de ces données avec les applis ou les étiquettes. Mais le plus difficile, et ce qui a tout à fait, ce qui a très bien compris, Olivier Lenné, ce qu'il a très bien compris, c'est que le travail de dingue, ça a été de faire travailler ensemble des agriculteurs avec des industriels, avec des distributeurs. C'est plus de 250 réunions à date avec en moyenne 11,3 participants de toutes les parties prenantes. Donc voilà, la différence, elle est qu'aujourd'hui, les données disponibles sur les produits, elles sont extrêmement lacunaires, voire inexistantes. Donc tout le monde parle de plein de choses, mais en pratique, quelles sont les données partagées, quels sont les standards partagés qui vont permettre de justifier, par exemple, d'un juste contrat, de l'origine, une fois qu'on est sorti d'une origine d'un produit brut, prenez une pizza avec 45 ingrédients, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc le travail de la note globale, ça a été essentiellement à date d'aboutir à un consensus avec toutes ces parties prenantes pour correctement définir de manière incontestable, parce que entre les parties, tous les indicateurs de mesure. Et ensuite, on va dire en termes de médias, on n'est pas exclusif et on peut diffuser ces données en direct sur les packaging, sur les emballages, et de manière indirecte à travers les applis. Comme on est une association d'intérêt général à but non lucratif, on peut travailler avec tout le monde, et d'ailleurs on discute aussi avec MyLabel, comme on discute avec l'essentiel des applis qui existent sur le marché aujourd'hui. Très bien, merci. J'ai encore une question qui s'adresse encore à Marie de Métro. Est-ce que Métro elle est toujours là, Marie? Oui. Là, je suis là. Prête? Est-ce que Métro réfléchit, prépare un affichage environnemental de son catalogue en lien avec ce que l'ADEME et le ministère préparent? Alors écoutez, c'est malheureusement passé un peu inaperçu parce qu'on a fait une superbe expérience pendant la semaine du développement durable, mais pas celle qui est en ce moment, mais celle qui était prévue en juin, malheureusement à la sortie du Covid, mais tout était déjà dans les tuyaux depuis longtemps, puisqu'on avait travaillé avec Étiquetable sur leur éco-score et que le catalogue qui est sorti à ce moment-là, on avait vraiment fait l'effort, des produits qui étaient en catalogue, de mettre leur note éco-score. C'était une première pour nous. Pas une première pour Étiquetable, ils l'avaient déjà fait, mais on voulait véritablement donner un outil pédagogique d'aide au choix des produits, en fait des produits les plus, on va dire, durables à nos clients. Donc on a beaucoup appris, c'était extrêmement intéressant et c'est sans doute quelque chose que l'on va continuer de creuser et développer. En fait, la question venait de Vincent Collomb de l'ADEME. Et je pense qu'il va falloir que je te mette en contact aussi avec lui parce que je crois qu'ils sont en train de travailler sur une phase 2 de mesure qui est plus que le carbone, qui va très au-delà, avec un système d'indicateurs très, très compliqué qui a 14 paramètres. Donc, je crois que
C'est pour ça que j'ai posé cette Et dans la question. suite de cette démarche, Marie, la question de Vincent, c'est quelle a été la réception de ce premier travail par vos clients? Vous imaginez bien que malheureusement, c'est sorti en fait la semaine développement durable, c'était donc sur fin mai, début juin, on sortait à peine du confinement, donc on n'a pas eu l'écho attendu. Mais je pense que malheureusement, on ne peut pas en tirer pour l'instant vraiment de conclusion. D'accord. Bon, en tout cas, une nouvelle On mise en renouvellera. contact entre Vincent Collomb et Marie Voilà. Garnier. Ah ouais, très bien. Avec plaisir. Tu as d'autres questions, Elisabeth? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Bon, ben, ce que je propose à chaque intervenant, c'est qu'on fasse un tour rapide, que chacun donne dans une phrase un peu un complément éventuellement ou son avis. Et puis après, ben, on fera une courte pause pour mettre en place la deuxième table ronde. Alors, je ne sais pas parmi les intervenants qui souhaitent commencer. Est-ce qu'on le refait dans l'ordre où on l'a fait tout à l'heure ou est-ce qu'on le fait dans l'ordre d'un? Je ne sais pas. Qui veut commencer? Olivier, tu y vas? Il faut commencer. Bon, en un mot, moi je crois que Marc l'a un petit peu dit tout à l'heure. Moi je pense que l'avenir de l'humanité va passer par l'arbre, y compris dans l'agriculture. Moi, quand j'ai appris ma ferme, j'ai appris une ferme, tout avait été arraché. J'ai commencé par planter des haies. Aujourd'hui, c'est là comme. Enfin, d'abord, ça protège de l'érosion. Dès qu'il pleut beaucoup, j'ai quand même moins d'érosion chez moi. Et puis en plus, on peut faire de l'énergie avec tout ça, la biodiversité. Enfin, l'arbre, c'est vraiment. Et le paysage, enfin bon. On va parler pendant des heures, mais je crois que c'est vraiment, il faut vraiment réconcilier l'arbre et l'agriculteur, ce qui n'est pas forcément facile dans certaines régions où on ne voit plus aucun arbre. Oui, parfaitement d'accord avec toi. Tout à fait juste. Jean-Philippe? Ah, pardon. Pardon. Marie, vas-y, Marie. Oui, oui. Peut-être pour rebondir reprendre l'exemple, en tout cas de façon élargie, de cet usage intensif des ressources naturelles, de l'arbre. C'est la notion, en tout cas pour moi, de symbiose finalement. C'est un terme peut-être biologique, mais au-delà de ça, c'est la communauté, c'est l'écosystème. Et moi, je crois beaucoup à l'écosystème. Nous, de notre côté, on est situé à une place particulière qui est entre la production et les restaurateurs. Et la transformation qu'on souhaite accompagner, on sait bien qu'on ne la fera pas tout seul et on souhaite véritablement identifier tous les acteurs autour de nous qui peuvent nous aider, nous, à avancer, aider nos clients à avancer et aider les producteurs à avancer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un écosystème qui était réuni sur cette table ronde et je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà. Merci. Alors, qui veut... Maximilien, vas-y. Moi, je peux prendre la parole. J'aimerais reprendre ce qu'a dit Olivier, tout en sachant très bien ce qu'il a en tête, mais je vais compléter. On a le seul secteur économique qui est capable de restaurer le climat, c'est l'agriculture à travers la forêt et à travers les prairies. Le seul, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que grâce à la photosynthèse, grâce à la biosphère, on peut absorber le carbone atmosphérique et le mettre dans du végétal qui peut ensuite servir à la croissance, au développement, que ce soit pour faire justement des biens d'équipement, des bagnoles, tout ce qu'on veut. On peut, avec la matière photosynthétisée, donc la biomasse, faire énormément de choses, des maisons, des immeubles. On a une église en Suisse qui date du XIIe siècle, qui est 100% bois, à part les fondations. Donc on a la capacité de stocker du carbone grâce à l'agriculture et à la forêt. On va, au cours des années qui viennent, le comprendre. Le sujet bon pour le climat, c'est de comprendre que c'est urgent et que, effectivement, l'agriculture n'est pas un secteur comme les autres. Et c'est pas un secteur, non plus un secteur stratégique comme les autres. C'est le seul et l'unique capable de réabsorber le carbone de l'atmosphère pour le remettre évidemment dans le végétal en revégétalisant, c'est sûr, mais dans une logique d'extraction de l'atmosphère pour le mettre dans des biens, que ce soit des clôtures, des parquets, des maisons, des immeubles ou de la farine industrielle. Et ça, c'est un sujet, je pense, pour repartir haut les cœurs de cette réunion. Merci. Didier, peut-être, non? Tu veux dire un mot? Oui. Moi, je partirais du sol vivant qui permet d'avoir une alimentation vivante et qui nous permet d'avoir une énergie, parce qu'une bonne nourriture, quand je dis toujours nourrir le deuxième cerveau, c'est vital et important pour l'espèce humaine.
et dans les périodes qu'on vit actuellement, avoir une force d'immunité renforcée justement. Et pour moi, ce qu'on a évoqué, c'est très important parce qu'on parle de restauration, on parle d'alimentation, on parle de résilience. C'est de revenir à des choses élémentaires de base et qu'on puisse transmettre aux autres générations ce plaisir. Le plaisir de manger diversifié et des aliments bio, si possible, bien entendu, produits dans nos régions. Génial, merci. Jean-Philippe? Ouais, moi, vraiment, j'aurais pu dire tous les mots qui ont été dits, l'arbre, la symbiose, les sols vivants, etc. Et bien sûr, l'agriculture au cœur de la transformation de la société. Je suis intimement convaincu par tout ce qui a été dit. Et je pense que ce qui se dégage de cette table ronde, c'est que la façon d'arriver à faire ça, c'est la coopération. Merci Jean-Luc, parce que l'esprit, quels que soient les horizons, les parcours, les trajectoires des uns et des autres montrent qu'il y a maintenant un momentum pour faire ensemble et complètement repenser la chaîne agricole alimentaire et mobiliser le citoyen dans sa capacité et ses choix alimentaires à faire bouger les choses. Le citoyen peut changer le climat en changeant son alimentation et nous tous en coopérant davantage. Génial. Oui, merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Merci. Alors, on va passer la parole à Félix, qui va nous dire comment, justement, on va avoir maintenant des greniers très abondants. Oui, je voulais insister sur le fait, c'était intéressant d'avoir cette table ronde qui montre bien l'importance de raisonner à l'échelle du système alimentaire et que le problème, il concerne pas seulement les agriculteurs, l'évolution des pratiques, etc., mais l'ensemble des acteurs qui interviennent pour fournir à la société de la nourriture. Donc, on a parlé de la distribution, des industries de la transformation, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important à bien garder à l'esprit. Et dernière chose, c'est que j'ai bien aimé la formule de Maximilien qui disait que l'agroécologie, ce n'était pas une option, c'était absolument indispensable, sinon on allait droit dans le mur. Et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui relèvent de l'inéluctable, entre guillemets, et notamment les filières de proximité. On se dirige vers une raréfaction du pétrole et des autres ressources énergétiques. Évidemment que la situation actuelle avec des chaînes de transport longue distance, d'une dépendance extrêmement forte de toutes les chaînes alimentaires au transport routier, tout ça va devoir se transformer en profondeur si on veut être en mesure de faire face aux évolutions à venir. Donc il y a vraiment des choses à réfléchir ensemble à nouveau, pas seulement les acteurs concernés, mais en tant que société, comment est-ce qu'on décide des conditions de production et de transport, etc., pour faire face à ces menaces. Génial, merci à vous six, bravo. Et puis alors, on va faire une courte pause. Pendant cette pause, on va projeter deux, trois diapos, parce qu'en fait, ceux qui nous accompagnent pour cette table ronde, c'est Rive Éco-événements, qui sont des gens qui sont nos partenaires depuis longtemps et qui sont spécialisés dans les filières événementielles dans le cadre de la transition écologique. Et donc, ils sont en partenariat avec nous et ils ont eux aussi un label qui propose pour les organisateurs d'événements sur l'éco-engagement. Et puis, ils ont un annuaire qui s'appelle Écoute Food List qui permet de recenser les… Donc, si vous avez des événements organisés, des choses de genre, n'hésitez pas à aller regarder un peu ce que propose Rêve Réseau Éco-événements. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Luc, un mot. Oui. J'aimerais faire un peu de pub à Grenier d'Abondance, si tu me permets, parce que c'est… Ah ben vas-y, oui. Il se trouve qu'ils ont fait un travail colossal à travers un livre sur la résilience alimentaire des territoires, que j'invite tout le monde à regarder. C'est à la fois très graphique, très structuré, un travail collectif avec une vingtaine de chercheurs de toute la France qui ont contribué. Voilà, donc… Excuse-moi Félix, mais je trouve que le boulot que vous avez fait est vraiment exceptionnel. Donc, vous pouvez le télécharger et je crois que vous pouvez l'acheter en librairie bientôt. Voilà, alors ça fait partie, merci Maximilien, parce que il fait partie effectivement des 4 livres qu'on vous recommande, nous, chaudement. C'est des livres récents. Les 3 premiers, c'était des gens de cette table ronde et le suivant, ça sera dans le cadre de la table ronde suivante. Voilà, on s'arrête là pour cette table ronde. Merci encore. Et puis, on reprend à 16h avec la table ronde sur le côté restauration. Merci. Merci, au revoir.